Bon matin tout le monde, bienvenue à notre présentation. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est comment rendre vos conceptions éco-responsables avec SolidWorks Sustainability. Si c'est votre première fois à utiliser l'outil GoToWebinar, on va faire un petit survol de comment s'en servir pour s'assurer de ne rien manquer. Alors, vous avez bien sûr un panneau à votre droite qui vous permet de fermer la fenêtre avec la petite flèche orange pour que vous puissiez voir la présentation en son entièreté. Vous avez ensuite des choix d'audio. Vous pouvez le faire par ordinateur, qui est par défaut habituellement le choix. Si ça ne fonctionne pas, vous devez le faire par téléphone. En cliquant sur cette option, ça va vous donner toutes les options ou les téléphones, les codes pour y accéder. Alors, vous pouvez le faire facilement de cette façon-là. Mais n'oubliez pas qu'il y a peut-être des frais interurbains dépendant où vous vous situez au Québec. Nous avons ensuite des documents que vous pouvez télécharger. Alors, on en a quelques-uns aujourd'hui qui sont disponibles. Vous pouvez le faire à n'importe quel moment pendant le webinaire. Et bien sûr, la section qui nous importe le plus, c'est la section des questions. Alors, si vous avez des questions à travers la présentation, s'il vous plaît, n'hésitez pas, inscrivez-les. Et si par hasard, on n'a pas le temps, on consultera avec vous par la suite là, pour répondre à vos questions. Je me présente, je suis Joëlle Guénette, je suis gestionnaire du territoire de l'Est du Canada chez Dassault Systèmes, spécifiquement pour tout ce qui est SolidWorks et 3D Experience Works. Alors, ce sont nos sections ou les sections duquel je suis responsable. Et j'ai avec moi Michel Cloutier que je vais présenter dans quelques minutes. Quand j'aurai fait un petit peu le tour de l'introduction de notre sujet aujourd'hui. Alors, je reviens au titre être éco-responsable. Évidemment, on a dans tous les médias qu'on peut consulter de nos jours les impacts à l'échelle mondiale que ce qu'on fait, ce qu'on mange, ce qu'on consomme, comment on se chauffe, que tout ça a un impact sur notre monde et que chaque personne peut faire quelque chose. Mais évidemment, à l'échelle plus grande, on a entendu dans le dernier mois la COP 26, qui a été dans les médias aussi à grandeur. Est-ce que ça a eu un résultat? Pas de résultat. Il y a eu toutes sortes de choses qui en sont sorties. Il y a eu une entrevue intéressante, à tout le monde en parle, du ministre Guilbeault qui a parlé de, il y a toutes sortes de choses qui se passent à cet événement-là qui font avancer les discussions et qui font avancer ce que le monde font. Mais il reste que ce qui a été nommé, un des exemples que j'ai retenu d'une autre discussion qu'on a eue, un événement chez Dassault Systèmes, qui a 52 millions de tonnes d'électronique qui vont être dans les dépotoirs dans cette année 2021. 52 millions de tonnes et que malheureusement, seulement 20% de cette matière va être recyclée. Alors, une des raisons pourquoi on est ici aujourd'hui. Évidemment, pourquoi les gens se sont présentés à COP 26, alors tous les 161, je crois, pays qui se sont présentés avec les objectifs suivants. Sécuriser net zéro d'émissions par le milieu du siècle, évidemment en se fixant des objectifs à plus court terme, si on peut appeler 2030 court terme, mais bon, c'est ce qu'on est, et limiter le réchauffement à 1,5 degré, qui est un objectif depuis l'accord de Paris. Protéger les communautés et les habitats naturels. Évidemment, trouver le financement puis travailler ensemble pour résoudre tout ça et accomplir tout ça. Alors, c'est une tâche qui est colossale. Ce qui ressort de tout ça aussi, c'est que il y a juste un certain montant de choses que les gouvernements peuvent faire. Mais évidemment, ce sont les entreprises qui vont nous amener où on est. Alors, les entreprises privées qui vont avoir des initiatives, puis la réussite passe vraiment par eux. Alors, j'ai pris l'exemple ici de Unilever, qui était un des commanditaires de la COP 26. Alors, en se promenant sur leur site web, j'ai trouvé des initiatives qu'ils ont. Alors, c'était pas compliqué à trouver les actions climat, le protéger et régénérer la nature, un monde sans déchets. Alors, des choses que eux font ou essayent d'innover
pour améliorer la planète. Alors, comme on a chacun personnellement une petite part à jouer, les entreprises privées ont une énorme part à jouer dans ceci avant et en attendant que le gouvernement fasse ce qu'on espère tous qu'il fasse. Alors, un autre exemple, si vous avez la chance de vous promener sur Google aujourd'hui, que bon, moi je fais tous les jours, j'ai remarqué qu'au bas de leur page, il y a une petite note qui dit Carbon Neutral since 2007, alors carbone neutre depuis 2007. Alors, j'ai trouvé ça intéressant que c'était affiché au bas de la page, que j'avais vraiment pas remarqué jusqu'à très récemment, et ça fait pertinence. Alors, ça nous amène où exactement? Là, on veut développer un produit. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie d'un produit, en anglais, le Life Cycle Analysis, LCA. Et ça a l'air de quoi, cette analyse-là? Alors, on va commencer au tout début, c'est l'extraction de la matière première. Alors, il faut trouver les matériaux qu'on a besoin pour faire ce qu'on a à faire. Après ça, il faut les convertir, ces matériaux-là. Alors, il y a une transformation de cette matière pour nous donner le bois, les métaux, les plastiques, tout ce qu'on va avoir de besoin pour faire ce qu'on veut faire. Ensuite de ça, à la prochaine étape, on va retrouver la fabrication et l'assemblage de notre produit. Et là, la prochaine étape, on la met ici, là, mais la prochaine étape, elle est à travers tout le cycle, c'est le transport et la distribution. Parce qu'évidemment, il y a un transport des matières premières pour aller les transformer. Il y a un autre transport pour les assembler. Alors, le transport et la distribution là, fait partie intégrale de toute l'affaire, jusqu'à ce qu'on arrive à l'utilisation de ce produit-là. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on en fait utilisation? Puis bon, quand on a fini de l'utiliser, il arrive quoi avec ce produit-là? Alors, comment est-ce qu'on peut recycler le produit? Et puis, si on recycle, ben là, évidemment, on fait une boucle. Alors, on retourne à la transformation de la matière, on espère. Ça serait idéal de s'en resservir et de le remettre dans la chaîne. Mais évidemment, c'est pas toujours possible et des fois, on se retourne à la fin de vie. Puis ça a l'air de quoi ça? Où est-ce qu'ils se retrouvent ces matériaux-là? Alors, si une entreprise prend le temps là, d'analyser tout ce cycle-là, ben, c'est pas facile, mais ça s'appelle l'analyse de cycle vie d'un produit et ce que certaines entreprises font pour pouvoir arriver à comprendre l'impact qu'ils ont sur l'effet mondial dont je parlais tout à l'heure. Alors, à travers tout ça, ben là, vous êtes ici parce que vous avez un produit que vous voulez concevoir. Alors, on se ramène à l'éco-conception, la conception d'un produit, où tout ce dont j'ai parlé tourne autour de tout ça. Quels sont les avantages de penser à ça? Quels sont les avantages de faire ceci autre qu'on aide notre planète? Bon, alors, on va en lister quelques-uns ici. L'augmentation des ventes. Alors, Procter & Gamble. Puis là, j'illucite là, des exemples. Puis comme peut-être la vidéo, vous avez remarqué au début, c'est pas une vidéo d'hier. Parce que les enjeux sont pas d'hier. Puis les exemples que j'utilise ici sont pas de hier non plus. Ils datent quand même possiblement d'une dizaine d'années pour certains, mais ce sont tous des exemples qui sont encore pertinents aujourd'hui parce qu'on est dans le même mode, on cherche tous les mêmes choses pour les mêmes raisons. Les avantages n'ont pas changé non plus. Alors, augmentation des ventes, un exemple, Procter & Gamble, qui utilise l'analyse de cycle de vie pour développer des produits qui sont plus verts. Alors, on condense le produit, on le rend plus efficace pour pouvoir en mettre plus dans soit le même packaging, le même boîtier ou réduire les plastiques qu'on va utiliser en mettant dans des plus petites bouteilles. Alors ça, c'est un des avantages qui existent. Le prochain, c'est la diminution des coûts. Alors ici, on a un exemple de IBM qui mine sur l'efficacité énergétique. Alors, Michel et moi, on se demandait un peu comment ils faisaient pour faire ça, là, faire vivre de l'herbe en dessous de leur plancher. Il y a peut-être de la photosynthèse là, qui se passe en dessous des panneaux pour que ça se fasse. Mais moi, je me souviens quand Nortel à Ottawa, ici, où je travaillais à ce moment, a édifié Lab 5, là, qui était leur dernière nouveauté. L'efficacité énergétique était de mise. C'était qu'il n'y avait pas de chauffage dans l'édifice, qu'ils allaient récupérer
tout le chauffage que les machines, les ordinateurs produisaient, du soleil le plus que possible. Alors, tout était fait pour que le chauffage soit à son minimum. Alors, diminution des coûts. Prochain avantage, c'est ça ouvre des nouveaux produits, l'opportunité pour des nouveaux produits ou des nouveaux marchés. Alors, on a un exemple ici d'un tableau de bord d'énergie pour domicile, mais qui n'a pas un contrôle maintenant pour pouvoir gérer le chauffage dans sa maison programmable. C'est évidemment les choses qui sont courantes de nos jours, mais évidemment, c'est un exemple de produits, de nouveaux marchés que ça peut ouvrir. Et il y en a une liste. Amélioration de la qualité. Ici, on a l'exemple de Avery. Vous connaissez les produits de bureau là, de tous les jours qui ont misé sur l'éco-énergie pour faire des produits qui sont faits à partir de matériaux recyclables ou qui sont recyclables eux-mêmes. Alors, on le voit dans nos épiceries, les choses qui sont mises dans des produits recyclables. Maintenant, dans des produits compostables. Alors, c'est des choses qui sont regardées un peu partout. La prochaine avantage, c'est la diminution des risques et des responsabilités. Celui-ci, je suis un peu moins au courant, mais DuPont, dans le temps, avait développé ce qu'il appelle le Green Chemistry pour entièrement repenser leur production. Plusieurs entreprises qui ont fait ce genre d'initiative depuis ce temps-là. Le prochain avantage, c'est attirer et retenir le talent. Alors, on est dans une situation, et si vous ne l'êtes pas, ben, tant mieux, mais un manque de pénurie de talent et d'employés. On est là tous, on l'entend aux nouvelles régulièrement. Puis on a une génération, ou plusieurs générations maintenant, qui se préoccupent énormément de la planète. Alors, imaginez si vous pouviez recruter des gens parce que votre entreprise se soucie de ceci et peut-être gagne des prix ou l'affiche ouvertement ou en fait une culture d'entreprise. Alors, je pense que ça devient de plus en plus important et ça va aider les entreprises à attirer des gens et les garder par la suite. Alors, ça devient intéressant. Un autre, c'est être un fournisseur préféré. Alors, celle-là, je l'ai trouvé géniale. C'est Bureau en gros, dans le temps, avait coupé un de leurs gros fournisseurs pour des problèmes environnementaux. Ils n'étaient pas d'accord. Ce sont des choses qu'on peut voir par rapport à la qualité de vie dans certains pays ou les conditions de travail où on fait affaire ailleurs parce qu'on n'est pas d'accord. Ben, l'environnement, c'en est un aussi qui joue là-dedans. Le dernier des avantages qu'on va lister, c'est une réputation améliorée comme entreprise. Alors, avoir un trademark, une compagnie qui est connue pour avoir des produits ou des procédés ou se soucier de l'environnement. Alors, l'exemple ici, c'est Nestlé Waters qui avait fait une conception de bouteilles qui était meilleure pour l'environnement, évidemment. Bouteilles de plastique, ça ne souscrit plus maintenant avec ce qui est bon pour l'environnement, mais ils sont quand même grandement utilisés. S'ils sont pour être utilisés, ben tant mieux d'en avoir une qui est meilleure. Alors, ce sont les avantages pour l'éco-conception. Je vais juste les relire rapidement. Augmentation des ventes, diminution des coûts, ça ouvre des nouveaux produits et marchés, amélioration de la qualité, diminution des risques et responsabilités, attirer et retenir le talent, être un fournisseur préféré et avoir une réputation améliorée. Alors, ce n'est pas négligeable. Et à travers tout ça, comment est-ce que vous allez faire pour y arriver? Ben, l'analyse du cycle de vie d'un produit, c'est une chose, c'est grand comme envergure. Ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est ce qui se fait au niveau du produit. On peut regarder comment ça impacte l'acidification de l'air. C'est un des items qui est touché. L'empreinte carbone, celui-là, on l'entend souvent nommé dans les médias, c'est récurrent. Le prochain item qui va être étudié, c'est l'eutrophisation de l'eau. Et oui, c'est un mot. Il faut tourner la langue 3 fois avant de le dire. Alors, je le renommerai pas celui-là. Je vais laisser Michel vous en parler tantôt. Et en dernier, l'énergie totale consommée. Et Michel va prendre le temps de vous indiquer comment nos outils chez SolidWorks vous permettent d'identifier comment votre produit a un impact comme ceci et comment vous pouvez faire des changements
que ça soit de matériaux ou de autre chose pour aider à diminuer votre empreinte sur l'effet mondial qu'on vit en ce moment. Alors, pour ceux qui sont nouveaux à nos webinaires, je vous présente Michel Cloutier, qui est chez SolidWorks depuis 16 ans. J'étais pas faire plus. 16 ans, on va y aller avec Ouais, ça. ça me rajeunit plus, là, mais je m'en vais sur Non, 17. Là. voilà. Et évidemment, les produits sont là depuis de sustainability est là depuis très, très, très longtemps, depuis, je pense, la durée du temps que tu es avec SolidWorks. Alors, ce n'est pas un produit qui est nouveau chez nous, mais évidemment, on veut y faire lumière et que les gens soient au courant de ce qu'ils ont ou ce qu'ils pourraient avoir de plus avec l'utilisation de sustainability. Alors, Michel, je te laisse la parole, expliquer ça aux gens et je reviens à la fin. À tantôt. Parfait, ben merci. Bonjour tout le monde, premièrement. Bon, comme Joël a mentionné, je pense qu'elle a fait une très bonne introduction sur qu'est-ce que c'est que l'éco-conception en général. Je ne reviendrai pas. Je vais peut-être juste m'attarder sur cette composante-ci. Puis surtout la partie droite, c'est vraiment les 4 mesures qu'on utilise le plus de façon récurrente dans SolidWorks Sustainability. Puis vous allez voir ça durant ma présentation parce qu'on va faire une présentation live. Là. Je vais vous montrer vraiment comment le logiciel fonctionne. Puis dans ma présentation, ce que je vais faire en fait, c'est qu'on va analyser justement un produit par son impact environnemental. Et puis on va faire 4 choses. On va premièrement voir comment créer une référence initiale. Puis valider un peu c'est quoi les impacts environnementaux initiaux. Puis ensuite de ça, on va commencer à faire des changements puis voir comment ces changements-là ont un impact au final. On va parler aussi d'un outil très pratique qui fait partie de SolidWorks Sustainability, qui nous permet de trouver des matériaux similaires basés sur des propriétés mécaniques. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On va aussi voir comment on peut combiner la simulation dans notre processus. Puis aussi, ben, à la fin, ben, comment on fait pour partager tous nos beaux résultats d'impact environnemental, soit à des collègues, à l'interne, à l'externe, plusieurs façons de le faire. Donc, la première étape, c'est de parler de ce que je disais tantôt, créer une référence initiale. Donc, je vais me lancer tout de suite dans SolidWorks, puis on va regarder, probablement juste regarder qu'est-ce qu'on va analyser, puis voir un peu c'est quoi l'impact tel quel. Puis ensuite de ça, on va commencer à faire à travers les autres étapes des modifications pour voir comment qu'on améliore notre impact environnemental sur notre modèle. Donc, je vais juste peut-être fermer ma webcam rapidement, puis on va se lancer dans SolidWorks. Ça ici, ben, vous le voyez, c'est un petit exemple que j'ai dans SolidWorks qui est composé à l'extérieur principalement de pièces de plastique, mais j'ai des pièces métalliques aussi à l'intérieur. Ce soit d'être un humidificateur. Si on regarde juste rapidement, là, faire une petite vue éclatée pour voir là, à quoi ça ressemble. On n'a pas les composantes électroniques, là, mais on a toutes les principales composantes de mon humidificateur. Donc, les pièces plastiques, oui, là, mais on a aussi des pièces métalliques qu'on voit ici au centre qui se trouvent à être les éléments chauffants de mon humidificateur. Donc, si on fait tout simplement remettre tout ça ensemble, on va commencer notre analyse de sustainability, d'éco-conception, directement dans SolidWorks. Comment on fait ça? En fait, c'est très simple. Vous allez dans votre onglet Évaluer et puis vous allez trouver Sustainability qui se trouve d'habitude à droite, là, en haut de la barre d'outils. On lance ça. Ça va prendre quelques secondes, entre guillemets, à démarrer si on veut. À lancer l'application, bon, on a une petite fenêtre là, qui nous apparaît là, avec le petit logo qu'on voyait tantôt, juste pour nous introduire au sujet qu'on peut cacher. Moi, je vais tout de suite aller sur Continuer, puis je vais m'attarder beaucoup dans le panneau qu'on voit à droite ici, puis on va regarder qu'est-ce qu'on a là-dedans. Donc, on va commencer par explorer vraiment la partie qui se trouve à être ici. Donc, qu'est-ce qu'on a en haut? Quand on regarde en haut, on a premièrement le procédé d'assemblage, où est-ce qu'on va venir définir où est-ce que notre produit est assemblé. Ici, bon, on a la liste des différentes régions. Bon, comme on le voit souvent ici en Amérique du Nord, on a beaucoup de nos produits qui sont fabriqués en Asie. Et puis, quand on commence à descendre, ben là, on peut spécifier, une fois qu'on a spécifié la région où est-ce qu'il est fabriqué, on peut spécifier
combien de temps que l'estimée durée de vie de mon produit, en années, en mois, en jours, en heures, si on veut. On peut aussi venir spécifier l'énergie qui est utilisée pour l'assemblage de mon produit, si on le sait. Alors ici, je vais le laisser tout simplement par défaut. Ensuite de ça, on spécifie la région où est-ce que le produit va être utilisé. Donc, c'est pour l'utilisation en Amérique du Nord. Fait intéressant aussi, c'est que je peux spécifier c'est quoi l'énergie qui va être utilisée dans la durée de vie de mon produit. Ça a un impact parce que oui, les régions, si je dis, bon, ben, par exemple, je vais utiliser de l'énergie électrique, vous voyez ici que différents produits peuvent utiliser différents types d'énergie. Si c'est un poêle, ben, le poêle peut fonctionner à l'électricité comme il pourrait fonctionner au gaz, par exemple. Puis, quand je vais sélectionner mon électricité, ben là, vous allez commencer déjà à voir là, les petits graphiques en bas qui s'ajustent. Là. Parce que, bon, ben, j'utilise l'énergie, j'utilise l'électricité dans sa durée de vie. L'électricité, selon la région qui est utilisée, les régions ne fabriquent pas l'électricité de la même façon. Nous, on est chanceux au Québec, notre électricité, elle est assez carboneutre parce qu'elle vient de l'hydro en majorité. Mais si c'est une autre région, par exemple les États-Unis, il y a beaucoup de usines de charbon qui fabriquent l'électricité. Donc, ce n'est pas un impact qui est négligeable. L'autre chose aussi que je vais mentionner, c'est bon, comment que le produit est transporté de son lieu d'assemblage ou de fabrication à son lieu d'utilisation. Ben, dans notre cas, à peu près tout ce qui vient d'Europe est majoritairement transporté par bateau. Et puis, le trajet moyen là, de l'Asie vers l'Amérique, c'est à peu près 12 000 km. Donc, j'utilise les valeurs par défaut. Puis ça aussi, ça a un impact parce que ben, le transport utilise des combustibles. Ensuite de ça, on a un panneau en bas qui nous permet de spécifier c'est quoi la fin de vie, encore une fois, basé sur les statistiques qu'on a de l'Amérique du Nord. À peu près 33 des produits sont recyclés, 13 incinérés et 54 malheureusement, s'en vont au dépotoir. Alors, une fois que j'ai spécifié tout ça pour mon assemblage, ben, en bas, comme vous l'avez vu, j'ai des petits graphiques qui viennent s'ajuster. Puis, on a les 4 mesures qu'on a mentionnées tantôt, le carbone, l'énergie, l'air et l'eau, et l'impact sur l'air, l'impact sur l'eau. Et puis, ce que je suis capable de faire aussi, c'est d'aller, en cliquant sur un de ceux-là, aller voir un peu plus en détail, c'est quoi qui consomme ou qui crée, par exemple, mon empreinte carbone. Bon, on voit ici, la majorité, c'est l'extraction et la transformation du matériel, du matériau. Ensuite de ça, ben, la fabrication en consomme, l'utilisation, la fin de vie, le transport, dans ce cas-ci, est plutôt réduit comparé aux autres facteurs. Hein. C'est tout le temps une question de comparaison. Maintenant, en bas ici, vous allez voir aussi, j'ai une petite option, Tracy CML. En fait, c'est les deux types d'analyse. L'analyse CML est plus basée sur l'Europe, sur les standards européens, ou est-ce que le Tracy, c'est plus le standard nord-américain. Donc, moi, j'utilise Tracy ici. Et puis, ce que je vais faire, c'est que ce qu'il faut comprendre quand on fait une analyse de cycle de vie comme ça, c'est que c'est une méthode comparative. Donc, je me fais une référence, puis ensuite de ça, je vais tout le temps aller comparer versus cette référence-là. Comme par exemple, je vais créer ma référence. Vous allez voir là, ici, les lignes deviennent toutes noires. Donc, ça va être mon état zéro, si on veut. Puis ensuite de ça, ben, pendant la présentation, je vais faire des modifications. Puis là, on va voir ces modifications-là. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça améliore ou non l'impact? Un exemple de ça, par exemple, je vais aller sur une de mes pièces, puis je vais la sélectionner ici, puis juste pour qu'on la voit, là, c'est pas nécessaire, mais je vais juste l'isoler graphiquement pour qu'on puisse la voir à l'écran. Bon, on voit ici, c'est une pièce métallique qui fait partie de mon système de chauffage. Quand je le sélectionne, on voit ici que le tableau s'ajuste pour me montrer les propriétés d'éco-conception de cette pièce-là spécifique. Donc, quand on le fait au niveau des pièces, c'est ça qu'on va voir. Je vais y revenir tantôt, on va en faire d'autres. Donc, on voit ici que le matériau ou la classe de matériel, c'est de l'acier. C'est de l'acier 10-20 roulé. On voit qu'il y a 18 de son contenu qui est recyclé. Bon, c'est intéressant à savoir. Son état sa région de fabrication, c'est l'Asie.
quel type de fabrication utiliser. Fait qu'on voit qu'on a vraiment des options très intéressantes. Si, par exemple, je déciderais de le faire d'une autre manière, comme machiner, ben là, j'aurais des impacts au niveau de l'électricité, au niveau de l'énergie consommée, etc. Si je le peinture, c'est une peinture à base d'eau, à base de solvant ou une peinture en poudre. Bon, il y a différents procédés qui vont me permettre d'arriver à des résultats différents. Donc, je peux vraiment aller en détail. Et puis ici, ben, je vais dire, au lieu de le fabriquer, disons que pour cette pièce-là, je me suis trouvé un fabricant en Amérique du Nord. Ben, si je le fabrique en Amérique du Nord, nécessairement, j'ai plus besoin de le shipper, entre guillemets, à travers tout le monde. Je peux le mettre sur un camion puis le transporter en camion. Donc, je vais réduire un peu, je vais réduire en fait sur le coût de transport surtout, ou l'impact par rapport au transport de cette pièce-là. Donc, si je reviens, puis je dis, bon, ben, je vais revenir dans mon assemblage général, j'ai fait mes modifications. On voit ici là, que j'ai du vert, donc j'ai une amélioration parce que j'ai changé l'endroit de fabrication de cette simple pièce-là, mais sur l'assemblage, c'est très minime. Là. On voit que c'est en fait négligeable. Donc, juste pour faire un petit résumé rapide, ce qui est intéressant de l'outil Sustainability, c'est que à toutes les fois que je vais faire des modifications, j'ai vraiment un petit graphique qui me montre les impacts. Si c'est positif, ben, ça va devenir un peu plus vert. Je vois le pourcentage, est-ce que je m'améliore, est-ce que je vais dans le mauvais sens. Donc, c'est très graphique. On n'a pas besoin d'être un spécialiste d'analyse de cycle de vie pour comprendre ce qu'on fait parce que justement, on veut pas que ça soit réservé aux spécialistes, aux experts. On veut que tout le monde puisse s'en servir. Donc, c'est vraiment facile à utiliser. Maintenant, on a vu que j'ai modifié un facteur de une pièce qui donnait un résultat vraiment infime là, sur le résultat total de mon impact d'éco-conception. On va regarder d'autres options, OK? Parce que là, on peut commencer à regarder les matériaux. Quel impact les matériaux ont dans mon éco-conception, dans ma conception totale. Puis ça, pour ça, dans SolidWorks Sustainability, il y a un outil vraiment intéressant qui nous permet de filtrer les différents matériaux disponibles, puis de trouver un qui a vraiment de l'allure, qui pourrait améliorer notre conception. Alors, on va revenir dans SolidWorks, puis on va regarder ça ensemble. Donc, je reviens dans SolidWorks. Premièrement, j'ai besoin de déterminer, avant de commencer à changer n'importe quoi, c'est lequel ou lesquels des matériaux, des pièces, je devrais dire, dans mon assemblage ont la plus grande impact au niveau de l'écologie. Pour faire ça, il y a un outil qui n'est pas réservé à SolidWorks Sustainability, qui fait partie de toutes les licences de SolidWorks, qui s'appelle la visualisation d'assemblage. Ça aussi, c'est un tourne-langue. Et ici, ça me permet de filtrer mon assemblage selon différentes propriétés. Vous allez voir, par défaut, je le filtre par la masse avec un code de couleur que je peux afficher, désactiver, etc. Ce qui est intéressant, c'est une petite parenthèse, là, mais ce qui est intéressant de cet outil-là, c'est que je peux filtrer ou colorer, si on veut, tout mon assemblage selon à peu près n'importe quelle propriété que vous avez dans SolidWorks. Comme par exemple, vous les groupez par rapport aux matériaux. C'est un outil vraiment intéressant aussi pour essayer de trouver des problèmes de performance sur vos assemblages. C'est un autre sujet, là, mais c'est vraiment intéressant pour ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez retrouver aussi tous les paramètres de sustainability qui font partie de ces colonnes-là. Donc ici, j'avais déjà préparé mon coût à l'avance. Donc ici, je vais tout simplement filtrer avec l'impact carbone. Alors ici, ce que je vois dans ma colonne à gauche, c'est tous mes composants qui sont filtrés avec la pièce en haut qui a le plus gros impact carbone. En fait, je vais juste encercler les deux principales. On voit ici qu'ils sont filtrés en haut. Donc, je suis capable de savoir dans mon assemblage, c'est lesquelles des pièces qui ont le plus gros impact au niveau de mon empreinte carbone. Maintenant, je peux m'amuser aussi, là, je peux changer mon échelle si je veux filtrer un peu juste les pièces, ces pièces-là. Je pourrais le faire. Je pourrais aussi même venir peut-être désactiver les couleurs puis juste utiliser la barre
le rollback, si on veut, juste pour venir isoler ces pièces-là. Donc, très, très facile à faire. Et puis, à partir de ce moment-là, on va regarder, bon, on voit que une de ces pièces-là, ben, c'est une des pièces principales qui est la plus volumineuse. C'est le top cover qui est ici. Quand je le sélectionne, j'ai ses propriétés. On voit que c'est une pièce en plastique, en PEI, etc., avec ses propriétés de fabrication. C'est une pièce qui est fabriquée par injection plastique. On l'a ici de spécifié. Bon. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de trouver un matériau similaire. Ça, c'est l'outil justement que je voulais vous montrer. C'est le Find Similar ou trouver un produit, un matériau similaire en anglais, qui me permet de filtrer par rapport à des propriétés mécaniques, propriétés physiques de mon matériau. Comme par exemple, ben, je sais que j'ai besoin de faire ça en plastique, donc je vais commencer par filtrer avec tous les plastiques. Maintenant, si on regarde un petit peu en arrière, vous voyez, c'est une pièce qui n'a pas vraiment de contraintes physiques dessus. Donc, la résistance m'importe un peu moins. Ce qui m'importe, par exemple, parce qu'elle est positionnée près des éléments chauffants, je veux avoir une pièce qui a une conductivité thermique moindre, mais aussi une pièce qui a une moindre densité. L'idée de la densité, c'est que je réduis le poids. Ça a un impact aussi sur tous mes coûts de transport, par exemple. Donc, je peux filtrer rapidement. Vous voyez comment c'est rapide. J'ai filtré tous les plastiques. De tous les plastiques, j'ai trouvé quelques plastiques qui répondent à mes critères. Puis à partir de ce moment-là, je pourrais dire, bon, ben, les plastiques qui m'intéressent le plus, peut-être un polycarbonate, peut-être il y a deux polypropylènes qui sont ici, un acrylique. Je les isole parce que c'est des matériaux que j'ai l'habitude de travailler avec, que je connais bien. Je les isole, puis ensuite de ça, ben, je suis capable de, juste en les sélectionnant, regardez bien les petits graphiques en bas. Vous voyez, juste en sélectionnant le matériau, le graphique me dit est-ce que je suis dans la bonne voie? Je suis en train de réduire ou je suis en train d'empirer, entre guillemets, les propriétés écologiques de ce matériau ou l'impact écologique. Donc, en les filtrant rapidement, ben, je me rends compte que c'est le polypropylène homopolymère qui répond le mieux à mon qui réduit l'impact environnemental le plus. Donc, je vais le sélectionner, je l'accepte. Et puis ici, j'ai un bouton pour dire Set Material. Ce que ça va faire, c'est que ça va en fait pousser ce matériau-là dans les matériaux de ma pièce directement. Et puis, une fois que c'est fait, vous voyez ici l'impact que ça a eu de changer le matériau d'une seule de mes pièces sur tout mon impact de mon assemblage. Donc, vu que c'est une pièce quand même assez volumineuse, changer les propriétés, le matériau de cette pièce-là a un gros impact sur tout l'assemblage. Maintenant, je vais faire la même chose avec la base qui est ici. Comme vous voyez, hein, je reviens un peu dans mon graphique. Là. Si vous regardez là, la pièce là, que je viens de changer, c'est celle-ci qui est rendue. Là, si vous vous rappelez, là, au début, là, le top cover là, en grammes carbone était à 2,8. Je suis rendu au début, je suis rendu à 0,7. Donc, j'ai diminué d'à peu près 4 fois, 3-4 fois l'empreinte carbone de cette pièce-là. Comme c'est la plus grosse pièce de mon assemblage, ben, ça a un gros impact. Puis ici, ben, je vais faire la même chose pour la pièce du haut qui est ici, qui est maintenant, elle, qui contribue le plus. Je ne vais pas utiliser le même outil. Maintenant, je sais que le polypropylène homopolymère, c'est un bon matériau, donc je vais tout de suite aller le sélectionner et dire que je veux utiliser ce matériau-là. Encore une fois, voyez l'impact rapidement, là, en changeant les matériaux de 2 composants, j'ai réduit mon empreinte carbone de 50% de tout mon assemblage. Maintenant, si vous voulez juste remettre les couleurs, là, on a vu que en changeant les couleurs, là, en changeant le matériau, ça a changé les couleurs de mon composant. Là, je vais juste le régler. Ça n'a pas d'impact là, en passant là, sur l'empreinte carbone, etc. C'est juste, juste du côté graphique. Mais on voit que ça a vraiment un gros impact juste en changeant 2 pièces. Comment ça a un impact assez gros sur l'assemblage général. Donc, l'outil trouver des matériaux similaires est vraiment intéressant. Puis là, ici, petite parenthèse, bon, j'utilise mes matériaux principalement, c'est des matériaux de plastique, mais plastique ou métaux, là, il n'y a pas vraiment de différence. Là. On est capable de filtrer par propriété. Donc, ça devient un outil intéressant
pas juste du côté sustainability ou éco-conception, ça devient un outil intéressant juste pour des fois, on veut juste trouver un matériau qui a une contrainte ultime, une contrainte semblable, mais on ne sait pas trop quoi aller, ou meilleur ou en bas avec une densité différente, etc. Ça peut être juste un outil pour nous aider à trouver des matériaux que je pourrais utiliser pour remplacer d'autres matériaux existants. Donc, ce qui est intéressant de l'outil, c'est que oui, ça me permet de rechercher sur les propriétés physiques d'un matériau, mais en les sélectionnant, je suis capable aussi de voir tout de suite leur impact avant que je décide d'utiliser ce matériau-là. Puis si ça serait un impact négatif, je verrais aussi, là, je vois juste du vert, là, mais quand je l'ai changé, mais je verrais du rouge là, si je vais dans une autre direction, puis le matériau a un impact environnemental pire, je le verrais aussi. Là. Bon, la prochaine étape, jusqu'à date, on a créé une référence de base pour voir c'était quoi notre zéro, si on veut, par rapport à notre assemblage. On a joué dans des matériaux pour vérifier si juste l'impact que le matériau a sur mon empreinte environnementale, mais il y a beaucoup de décisions qui sont vraiment des décisions d'ingénierie qui vont impacter aussi l'empreinte environnementale. Puis ici, pour montrer l'exemple, je vais me servir un petit peu de simulation pour regarder comment je peux me servir, puis là, c'est pas nécessaire, mais comment je pourrais me servir de simulation pour améliorer mon impact environnemental. C'est pas juste une question de matériaux, c'est aussi une question de vraiment de conception. Alors, je vais revenir dans SolidWorks pour prendre un exemple sur une des composantes de mon assemblage. Puis là, ici, pour faire l'exemple, je vais aller l'ouvrir de façon séparée. Alors, en ouvrant la pièce, on voit ici, je vais tout de suite la mettre à jour. On voit ici, premièrement, c'est un plastique, c'est du polyéthylène basse ou moyenne densité. Je suis capable de voir un peu les propriétés, ça ne change pas. Fabriqué en Asie, par injection plastique, utilisé en Amérique du Nord. Bon, ça va être transporté plutôt en camion, là. Mais ça peut être, on pourrait ajuster ça par la suite. Ce qui est important ici, c'est de, premièrement, me créer une référence de base parce que je vais faire des modifications. Bon, la première modification, puis avant que je fasse n'importe quelle modification, vous avez remarqué que ça, c'était le réservoir d'eau qui était comme sur le dessus de mon humidificateur. C'est probablement quelque chose que si je mets à terre, dans le corridor ou dans la chambre, on va vouloir mettre des livres dessus. Donc, on va faire une petite simulation, là, juste pour le fun. Puis, ce que j'ai fait ici, justement, c'est ça, c'est que j'ai simulé, premièrement, comment la pièce était fixée dans l'assemblage. Donc, ça se trouve être la face ici qui va être comme à côté. Et puis, ensuite de ça, la partie cylindrique qui va rentrer dans le boîtier. Puis, on va simuler une charge. La charge que je simule, en fait, il y en a deux. La charge principale, c'est, par exemple, je mets quelques livres, vraiment des bouquins, là, sur le dessus de mon humidificateur, comme si je laissais, entre guillemets, traîner quelque chose sur le dessus. Mais il ne faut pas oublier aussi que j'ai une pression d'eau à l'intérieur de mon réservoir. Bon, ce n'est pas un gros réservoir, ce n'est pas une grosse pression. Donc, mais je l'ai quand même spécifié ici dans mon assemblage. Une fois que c'est fait, j'ai roulé la simulation. Je vais juste venir cacher mes petits symboles. J'ai roulé la simulation. Puis si vous m'avez déjà vu faire de la simulation, hein, la première chose que je dis tout le temps à faire, que je fais une fois que j'ai des résultats de simulation, c'est de l'animer. Juste pour être sûr que mes charges ont été appliquées dans la bonne direction. Je n'ai pas fait un peu des problèmes ou des erreurs quand j'ai fait le setup de ma simulation. Puis ici, on voit vraiment la pièce se déformer sous le poids de justement mes livres que j'ai utilisés. Donc, on voit un peu là, comment que la pièce pourrait se comporter. Moi, ce qui m'intéresse dans mon cas ici, surtout, c'est le facteur de sécurité. Donc, je vais tout de suite aller chercher le facteur de sécurité. Puis présentement, on voit que mon facteur de sécurité minimum est de 2,7. Donc, je vais faire des modifications, mais je ne veux jamais aller en bas de 2. OK? Fait qu'on dit qu'on est déjà un petit peu peut-être over-design, là, entre guillemets. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire en tant que concepteur pour améliorer ce produit-là? Bien, une des réflexions que je pourrais avoir, c'est si j'utilise un matériau qui a des meilleures propriétés physiques,
je peux commencer à utiliser moins de ce matériau-là, de cette matière-là. Si j'ai quelque chose de plus résistant, je peux faire ma pièce plus mince. Tu sais, c'est des réflexions qu'on peut commencer à avoir. Maintenant, comment faire pour trouver un matériau qui a une meilleure résistance? Ben, si vous connaissez tous vos plastiques, tant mieux, mais des plastiques, il y en a énormément. Alors, je vais me servir, encore une fois, de l'outil pour trouver des matériaux similaires. On l'a vu tantôt, je l'ai fait sur un exemple, on va le refaire ici. Et on va filtrer sur les plastiques. Maintenant, qu'est-ce qui m'intéresse? Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un tensile qui est supérieur à mon produit qui est présent, mais avoir une densité qui est à peu près semblable. Donc, j'utilise des paramètres un peu pour filtrer. Je fais encore le petit Find Similar. J'ai ma liste. À droite, ici, vous voyez la colonne Tensile, qui est ma résistance. Vous voyez, présentement, j'étais à 1.3 exposant 7. Je vais filtrer un peu les résultats. Bon, je vais en filtrer quelques-uns, disons le PDM, polyéthylène, dans les deux polypropylènes qu'on avait tantôt. Je vais les reprendre. Puis ensuite de ça, ben, je vais filtrer. Puis là, comme vous m'avez vu faire tantôt, je suis capable de sélectionner chacun des produits puis voir un peu c'est quoi leur impact environnemental. Justement, j'en ai un exemple qu'on peut voir ici. Celui-ci, le EPDM que j'ai sélectionné, vous voyez, il est rouge. Là. Dans un des éléments, on voit qu'il est pire, qu'il a un pire impact environnemental, mais qui est quand même vert dans les autres. Donc, je peux, encore une fois, continuer puis venir comparer les autres matériaux. Une fois que c'est fait, ben, je vais utiliser le homopolymère. On s'en servait tantôt, donc je vais le sélectionner. Je vais juste revenir ici, juste pour... Puis, une fois que je l'ai sélectionné, non, j'ai pas pris le bon. J'en avais pris quelques-uns tantôt. On va recommencer, voir. Voilà. On va juste commencer ma sélection. On dirait que mon petit panneau a comme gelé là, temporairement. Donc, je vais tout simplement revenir le sélectionner ici, mes paramètres, comme je disais tantôt. Je veux sélectionner c'est lesquels. Bon, ici, on voit ici. Bon, on va y aller avec le polypropylène homopolymère. Je ramène votre attention vers le bas. On voit ici là, que j'ai vraiment des améliorations au niveau de l'impact environnemental. Mais vous voyez aussi, je suis capable aussi de donner un impact au niveau financier. Donc, je sais que ce matériau-là est plus dispendieux, d'environ 6,2 %, mais comme il est beaucoup plus résistant, là, quand on regarde le tensile ici, le 1,3 versus 3,3, je suis 2,5 fois plus résistant, ben, même s'il est un petit peu plus cher, je suis capable de le voir ici, j'ai la possibilité d'en utiliser moins. Donc, encore une fois, c'est toutes des réflexions qu'on fait en tant que concepteur. Bon, j'aime bien celui-là, donc je vais tout simplement l'accepter. Je fais un set material. Comme je disais tantôt, quand je clique sur le set material ici, ce que ça fait, c'est que ça vient en fait mettre le homopolymère dans mon arbre ici de SolidWorks, là, dans mon arbre de création, ça vient le régler directement ici. Ce que je vais faire ensuite, ben, c'est que tout simplement, je vais revenir dans ma simulation et puis je vais mettre à jour mes résultats de simulation. Donc, je lance ma simulation. Vous allez voir les calculs là, défiler. Là. Donc, je suis en train de refaire le calcul de simulation. On voit que le stress a changé un petit peu. On va tout de suite sauter sur le facteur de sécurité parce que c'est vraiment ça qui m'importe. Je vais juste aller changer ma charte ici parce que je veux voir tout le dégradé de mon facteur de sécurité. Puis là, on se rend compte que mon facteur de sécurité est maintenant de 5,4. Donc, j'utilise un matériau qui est plus résistant, mais je n'ai pas changé l'épaisseur de ma pièce. Donc, c'est normal que le facteur de sécurité monte à 5,4. Donc, ça me dit quoi? Ça me dit présentement que ma pièce, elle est, entre guillemets, over-design. Qu'est-ce que je vais faire? Juste pour vous montrer un petit peu en section, bon, on voit que c'est une pièce qui est faite en coque, là, qui est vide à l'intérieur. Ben, simplement, je vais venir modifier l'épaisseur de ma coque, qui est présentement de 2,5. Je vais la mettre à 1,5. Maintenant, avant de cliquer OK, regardez les petits graphiques. Je fais des changements vraiment d'ingénierie.
Puis, ce que ça donne, c'est que là, j'ai mes petits graphiques aussi qui s'ajustent, là, parce que j'ai changé l'épaisseur, j'utilise moins de matériel. Je pourrais juste revalider avec ma simulation pour être sûr que je vais quand même être capable de supporter la charge que je lui demande. Donc, je vais rouler ma simulation juste pour être en mesure de valider tout ça. Je vais tout de suite aller sur le facteur de sécurité. Je suis à 2.1. Bon, c'est un peu juste, là, mais on va y aller avec ça. Mais vous voyez que sur cette pièce-là, j'ai fait des modifications en tant que concepteur, puis ça me donne, bon, on voit ici là, que l'empreinte carbone elle a diminué de beaucoup. On a un petit pourcentage, 33%. Au niveau de l'énergie aussi, beaucoup moins d'énergie, en partie à cause du polymère, mais aussi en partie parce que j'en utilise moins en partant. Donc, il y a beaucoup de décisions que je fais au niveau de l'ingénierie qui ont un impact aussi environnemental. Juste le fait d'utiliser peut-être moins de matériaux. Une fois que c'est fait, ben, je vais tout simplement sauvegarder. Je vais revenir dans mon assemblage. Encore une fois, je vais juste remettre la couleur là, qui semble disparaître là, quand quand je change mes propriétés. Mais rapidement, ben, on est capable de voir qu'est-ce que ça donne ici au niveau de mes impacts environnementaux. Et puis, même chose ici, on va remettre nos couleurs qu'on a perdues. Mais quand on regarde l'assemblage général maintenant, on voit que j'ai vraiment fait des nets progrès. Là. Par rapport au début, j'ai diminué mon empreinte de carbone de 52%. L'énergie consommée, presque la moitié. 40% moins pollution d'air et 63% moins pollution de l'eau. Puis comme vous voyez en bas aussi, j'ai un impact financier là, à la fin de tout ça aussi qui est positif. Donc, tout ça pour dire que c'est vraiment intéressant. C'est pas juste, tu sais, oui, il y a beaucoup de sélection de matériaux qui va donner varier l'impact environnemental de ma pièce, mais il y a beaucoup de décisions qui sont des décisions purement de concepteurs, des décisions d'ingénierie, comme changer les épaisseurs de matériaux. Bon, en changeant les épaisseurs, il faut s'assurer que ça supporte quand même les charges. C'est pour ça un peu j'ai utilisé simulation, mais il y a plein aussi de, de, de concepts d'ingénierie qui rentrent en ligne de compte. Puis ben, avec les outils de simulation, justement, ben, ça nous permet de vérifier qu'en amincissant un matériau, ben, une pièce, on va quand même être capable de supporter ce que la pièce est supposée faire dans sa durée de vie. Maintenant, la dernière chose, puis c'est avec ça un peu que je vais conclure là, la présentation, c'est comment que je fais pour présenter ces rapports-là avec des collègues à l'interne, à l'externe, de différentes façons. Alors, directement à partir de SolidWorks, je reviens dans SolidWorks. Directement à partir de SolidWorks, à partir de mon panneau, en bas, on a la possibilité de sauvegarder nos résultats de différentes manières. Il y en a trois. Le plus graphique, le plus facile, qu'on voit le plus souvent, c'est le format Word, là, le .doc. On pourrait aussi le sauvegarder en CSV. Puis, il y a un dernier format, je vais y revenir tantôt, c'est un Gabi Input File, je vais y revenir tantôt, parce qu'on peut aller plus loin dans la simulation écologique, si on veut. Pour l'instant, je vais tout simplement utiliser le format Word, je clique OK. Maintenant, ça va prendre quelques secondes à rouler. Ce qu'on fait, en fait, c'est que avec l'installation de SolidWorks, on a un template de format Word où est-ce qu'on pourrait aller mettre une icône ou une image de notre compagnie, un logo de compagnie, certaines choses de base là, comme les coordonnées, etc. Mais ce que ça va faire, c'est que ça va aller chercher toute l'information au niveau écologique, puis tout simplement, tout aller le mettre dans un document Word. Justement, mon document Word, je viens de voir qu'il est terminé, on va aller l'explorer. Donc, comme je disais tantôt, vous voyez un petit, bon, je ne l'ai pas rempli, mais ça, on pourrait le faire directement dans le template Word, si on veut. Bon, j'ai une information par rapport à mon assemblage, où est-ce qu'il est fabriqué, où est-ce qu'il est utilisé. J'ai des boîtes aussi qui me permettent de venir rajouter du texte, si je veux mettre des commentaires manuellement.
Puis ici, on va tomber dans mon rapport des sustainability, où est-ce que le processus, l'utilisation, le transport, fin de vie, etc., donc les données que j'ai utilisées. Et puis ici, on a vraiment tous nos petits graphiques qu'on voyait là, à l'intérieur de SolidWorks Sustainability, on les prend et on les met tous dans notre rapport Word. Donc, c'est vraiment facile de voir c'est quoi l'impact puis sur chacun de mes 4 facteurs qui sont mesurés dans SolidWorks Sustainability. Si je descends un petit peu plus bas, je suis même capable de venir voir avec le dégradé de couleur, c'est lesquels les composants qui contribuent le plus à l'impact environnemental avec mon dégradé de couleur, comme je vous ai montré dans SolidWorks avec l'outil visualisation d'assemblage. Hein, c'est un petit peu ça qu'on vient faire ici. Et puis quand je descends un peu plus bas, on va se rendre compte que vers la fin, on a plusieurs images, mais quand on arrive vers la fin, ben, on a un peu l'information sur notre assemblage, etc. Donc, on va venir créer ce rapport-là pour pouvoir maintenant venir le partager avec d'autres personnes. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis c'est facile à faire, là, ce rapport vraiment qui est fait de façon automatisée. Maintenant, la dernière chose que je voulais mentionner, quand j'ai sauvegardé le rapport, bon, on a vu que c'est un bouton, c'est super rapide, là, puis de créer notre rapport en format Word. Ce que je veux mentionner, si vous vous rappelez, quand j'ai été dans les formats d'export, il y avait le format Word, format Excel. Il y en avait un autre format qui était GABI, G-A-B-I. En fait, petite parenthèse, j'y reviens. J'ai pas, la slide n'est pas à bonne place, mais j'y reviens. Juste pour faire une petite parenthèse avant d'aller plus loin, quand on parle de SolidWorks Sustainability, en fait, il y a deux versions. Sustainability Express, qu'on va retrouver dans toutes les versions de SolidWorks d'ailleurs. Hein, tout le monde a ça. Si vous avez SolidWorks, vous avez accès à Sustainability Express, qui est principalement pour faire des pièces. Mais on a l'outil de recherche des matériaux. Ça fait partie de tout ça. Puis, si vous voulez faire des assemblages, comme moi j'utilisais aujourd'hui, ben, on pourrait utiliser SolidWorks Premium pour faire ça. Donc, la licence complète fait partie de SolidWorks Premium. Donc, fin de la parenthèse. Ce que je voulais dire au niveau de l'export, tantôt, quand je parlais de Gabi, puis ça, je n'ai pas regardé les questions encore, puis c'est probablement une des questions qui revient le plus souvent, c'est, OK, quand je fais mon analyse, les données, ils viennent de où? Là? Parce qu'on s'entend qu'il y a des données qui ont été recueillies sur tous les matériaux que j'utilisais, sur où c'est fabriqué, c'est quoi la consommation d'énergie, etc. En fait, quand on a lancé SolidWorks Sustainability, si je me rappelle bien, en 2010, on s'est associé avec une compagnie qui s'appelle Gabi Solutions, qui fait partie maintenant de Sphera. Mais eux, ce qu'ils font, ils sont spécialistes de ça. Ils ne font que ça, de l'analyse de cycle de vie, d'impact environnemental. Ils ont des logiciels beaucoup plus poussés aussi pour faire ces analyses-là. Donc, nous, chez SolidWorks, on s'est associé à eux pour aller chercher une partie de leur base de données, des matériaux qu'on a dans SolidWorks. Donc, c'est là qu'ils viennent les données. C'est pour ça aussi qu'on est capable d'exporter dans ce format-là si on veut aller, parce qu'ils ont comme je disais, ils ont des logiciels beaucoup plus avancés, beaucoup plus poussés, spécialisés pour faire l'analyse de cycle de vie. Donc, on pourrait exporter pour aller directement vers cette solution-là, puis continuer notre analyse d'un plus haut niveau. Donc, j'ai juste mis la page. Il y a le code QR qui est là si vous voulez y aller, naviguer. Mais je voulais juste rapidement en parler. C'est de là que viennent toutes les propriétés quand on sélectionne des matériaux, c'est quoi qui définit c'est quoi les impacts, ben c'est de là que ça vient. Alors, Joël, je vais peut-être te laisser terminer les 2-3 slides. On est déjà presque à midi, là, mais je vais te laisser. Ben oui, je te laisse la chance de voir s'il y a des questions en même temps. Donc, évidemment, le but de tout ça, c'est se virer vers un monde plus durable. On a chacun notre part à jouer dans votre développement de produits. J'espère que vous y pensez et que vous avez vu les outils. Une petite parenthèse, c'est que l'outil SolidWorks Sustainability, oui, il est inclus en entièreté dans SolidWorks Premium, mais il peut aussi être ajouté comme entièreté avec n'importe quel des autres SolidWorks. Alors, on peut l'acheter comme add-on pour les autres produits. Alors, il est vendu séparément. L'idée principale, c'est de mesurer les impacts environnementaux des produits, alors de votre produit.
concevoir des produits pour des nouveaux clients et marchés, si ça peut vous amener à penser à de nouvelles choses et de faire ou d'avoir une intégration qui est transparente dans le processus de conception, que ça devienne seconde nature de regarder ces données-là et ces informations-là et de travailler avec tout ça. Michel, est-ce qu'il y avait des questions? Oui, il y en avait une question au niveau des matériaux. Si on a des matériaux entre guillemets custom là, qui ne sont pas dans notre librairie de matériaux SolidWorks, est-ce qu'on peut utiliser, est-ce qu'on peut avoir mettre un impact environnemental sur un matériau custom? La réponse est oui, on peut le faire. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un matériau qui est similaire. Comme par exemple, je vais prendre un exemple, là, les polypropylènes. Il y a beaucoup de grades de polypropylène qui ont des impacts environnementaux similaires. Donc, si c'est un grade spécial que vous avez qui n'est pas dans la librairie, on peut utiliser une petite façon comme ça pour matcher, entre guillemets, là, un produit qui est similaire. Donc, c'est une des façons de le faire. Puis, il y a aussi des matériaux qui sont ajoutés quand on commence à utiliser SolidWorks Sustainability. Il y a une petite liste de matériaux qui va s'ajouter comme des matériaux de construction, des choses comme ça là, qui sont ajoutés aussi dans la liste de matériaux custom qu'on peut utiliser. Excellent, super. Alors, c'est plein de belles informations, plein de bonnes informations. Si vous voulez plus d'informations, j'ai mis quelques liens ici à partir de SolidWorks en français. Vous pouvez vous rendre à Solutions Sustainability. Il faut l'écrire parce que c'est pas facile à trouver nécessairement là, comme ça dans la chaîne des choses sur notre site web, mais si on en tient compte comme ça, on peut s'y rendre. Si vous voulez voir ce que Dassault Systèmes comme entreprise fait par rapport à tout ce qui est éco-responsabilité comme entreprise, c'est assez phénoménal ce qui existe. On a eu un concours Leap for Sustainability dans la dernière année où il y a eu un gagnant qui avait fait un twinning d'un système de recyclage de batteries lithium d'automobiles. Alors, ça va devenir de plus en plus nécessaire quand les automobiles électriques vont faire fureur plus qu'ils le font aujourd'hui. Alors, tout ce système de recyclage va être important. On a un projet Water for Life qui a été lancé il y a 1 an chez Dassault Systèmes pour sauver l'eau de la planète. Alors, il y a toutes sortes de choses qui se passent chez nous. Si vous voulez en savoir plus, vous êtes bienvenus à visiter ces choses-là. Évidemment, si vous avez des questions sur comment tout ceci s'applique à vous autres, vous êtes bienvenus de nous contacter, nous ou votre revendeur, évidemment, qui peut vous assister aussi à tout ça. Le webinaire est enregistré, alors il va être disponible. À vous de le revisionner, le partager avec d'autres. Il est libre là, il va être sur notre page YouTube. On a eu à changer nos choses et à partir de l'année prochaine, on va faire ça à partir de YouTube, de Zoom en fait, nos webinaires, donc une nouvelle plateforme pour nous, mais nos webinaires sont tous là, alors vous pouvez revoir et regarder. On vous incite à utiliser ces outils-là et de peut-être de créer une nouvelle conscience chez votre entreprise. Sinon, pour les produits, peut-être pour votre entreprise en général, comment comme compagnie, vous pouvez être plus éco-responsable et avoir des initiatives dans votre compagnie, mais on espère vraiment que vous le faites aussi pour les produits que vous créez. Alors, Michel, est-ce qu'il y avait quelque chose à rajouter ou c'est bon? Non, j'ai rien d'autre à rajouter. Excellent. Alors, on vous souhaite une belle fin d'année, tout le monde, et on espère vous revoir l'année prochaine dans une nouvelle série de webinaires qu'on tiendra sûrement. Bonne journée, tout le monde. Parfait. Merci, au revoir.